Bonsoir à tous et surtout bienvenue en 2023. On vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, notamment le meilleur de la musique, le meilleur du théâtre, le meilleur de la littérature, de la poésie, des contes, etc., etc. Allez voir les artistes en concert, lisez des livres. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année. Comment définir une musique? Est-ce qu'elle relève du jazz, de la world music, d'autres choses, de la techno par exemple? Et surtout lorsqu'on est aux confins de plusieurs influences, comment on parle de cette musique? C'est la question qu'on va poser à deux de nos invités. D'abord le guitariste Quentin Dujardin, ensuite l'accordéoniste Didier Laloy qui se lance dans un nouveau projet, un duo qui s'appelle Maelstrom. On parlera d'histoire ensuite. Est-ce que vous connaissez Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix en 1913, un Belge, Pierre van den Hughen, viendra nous présenter une biographie qu'il lui consacre. Et puis on terminera avec un micro ouvert. C'est Philippe Baudot, le conteur, qui sera avec nous en fin d'émission. C'est Connaissez-vous? On est ravis que vous soyez là et on est parti. Bonjour Quentin Dujardin. Oui, bonjour Fabrice, enchanté. Comment allez-vous? Super. Comment se présente cette année 2023? Excellente. Excellente. Je vous pose cette question parce que pour le grand public, on a peut-être un souvenir de 2021 et de 2022 et de Quentin Dujardin aux prises avec les autorités sur la Covid-19. C'est passé? Oui, largement. Disons que je suis un peu plus lucide qu'avant sur l'aspect, on va dire, considération de la culture. Et je me suis dit aussi qu'il était peut-être pas mal de gagner dans une certaine autonomie artistique, de la renforcer. Voilà la grande leçon que je tire de cette aventure. Ça veut dire moins dépendre des circuits de diffusion, des opérations subsidiées par le politique, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Quelque part, c'est lié à ça. C'est aussi lié à une forme de conception de la liberté artistique, c'est-à-dire que pour moi, j'ai toujours considéré que la guitare était un moyen expressif direct vers le public. Et aujourd'hui, c'est ce sentiment de valoriser en fait une forme d'action directe et de la maintenir en lien immédiat avec le public. Donc c'est renforcer un peu toutes mes envies de lien, de manière de concevoir le fait même de monter sur scène, de m'organiser chez moi, à la maison aussi, pour accueillir des concerts, d'avoir bâti dans mon jardin une arcade en pierre et d'y avoir monté une scène plein air. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que j'ai mises en place et qui me paraissaient, on va dire, plutôt saines par rapport à ce qui avait été vécu. Ouais, c'est où votre jardin? Mon jardin, c'est du côté entre Durbuy et Huy, dans le Condro profond, aux Avins en Condro. Et le lieu a été, on va dire, nommé, ça s'appelle l'œil du Condro. Voilà. Et donc c'est là qu'on peut notamment entendre Quentin Dujardin. Vous avez envie de vous asseoir? Pas du tout, mais je ne sais pas si je peux tourner autour de la table, si les caméras vont me suivre ou pas. Oui, les caméras, elles ne tournent pas toutes seules, mais les caméramans et les réalisateurs sont hyper agiles ici. Ok, c'est parfait ça. Mais vous allez les rendre fous si vous tournez trop longtemps. Hein. D'accord, c'est un peu comme une balade en forêt, quoi. Voilà, mais il faut que tout le monde se challenge un petit peu. Si vous avez envie de vous asseoir, c'est le fauteuil qui est juste devant vous. Il faut vous mettre juste... non, l'autre à côté du livre, voilà. Juste là, voilà, parfait. Guitariste, on l'a dit. Je sais que vous n'aimez pas spécialement les étiquettes, mais j'ai quand même envie d'avoir cette conversation avec vous, Quentin Dujardin. Est-ce que vous êtes un guitariste de jazz? Est-ce que vous êtes un guitariste de world music? Est-ce que vous êtes un guitariste tout court? Si on doit vous définir et expliquer à ceux qui ne vous connaîtraient pas ce que vous faites, comment on doit faire? Je suis profondément un amoureux de la guitare, particulièrement de celle qu'on appelle la guitare dite classique, guitare nylon, guitare sèche. C'est le son que j'ai connu dès l'âge de 5 ans. Vous savez, quand vous avez un grand instrument sur vous, que vous êtes gamin, vous avez des vibrations par une caisse qui est énorme, qui vous dépasse, et vous en gardez forcément un lien émotionnel très fort, et dans le son, c'est aussi très physique. Et donc, j'ai traversé beaucoup de musiques différentes depuis mon jeune âge. Et aujourd'hui, je fais juste la musique que j'aime et elle s'est imprégnée avec le temps de toutes ces influences que vous venez de citer. Et à la fois, elle est terriblement libre dans ma manière de la pratiquer, de la mélanger aussi, mais toujours avec un fil, je dirais, qui est vraiment la qualité du son
qui m'importe beaucoup, et l'émotion à faire passer. Ouais. Voilà. Et vous êtes compositeur aussi, c'est important de souligner, vous ne jouez pas une musique qui vient d'ailleurs, ce sont vos aspirations, vos sentiments qui doivent transpercer. Oui, j'ai terriblement besoin de raconter depuis que je suis gosse ce que j'entends, ce que je pressens, ce que j'ai envie de partager, et puis de le partager avec toujours l'envie de le faire avec les bonnes personnes aussi, les bonnes combinaisons musicales, trouver les gens qui complètent ou qui vont apporter dans cette proposition musicale, dans cette écriture, qui vont apporter quelque chose qui va embellir l'arbre, qui va embellir le jardin. Alors, on va parler du jardin de Dujardin avec l'album que vous présentez maintenant. Il s'appelle 2020 Live. Il y avait déjà eu un album 2020 qui était sorti. Et donc là, il y a un enregistrement en public qui sort maintenant. Vous êtes entouré de Manu Katché, de Boris Schmitt à la contrebasse et de Didier Laloy à l'accordéon. Et je vous propose qu'on écoute déjà un petit extrait. C'est le petit teaser de l'album. Et on en reparle juste après. Voilà, donc album sorti le 5 octobre, comme le précise le teaser. Il y a une captation vidéo aussi, hein, qu'on peut retrouver sur YouTube de cette prestation. Ça vous a laissé un bon souvenir malgré tout, cette tournée de présentation l'année 2020, même si on était dans le contexte qu'on a rappelé tout à l'heure en début d'émission? Ah oui, bien sûr, pour moi 2020, ça a été une année hyper créative. C'est ça qui était un peu paradoxal dans le titre, mais les 3-4 premiers mois, j'ai travaillé comme un dingue dans mon jardin. Il faisait, si vous vous souvenez, magnifique. Le printemps était vraiment splendide et je travaillais au studio à la maison et donc ça a été extrêmement concentré sur des nouvelles choses, sur de la musique. Donc pour ça, c'était extrêmement positif et en fait, c'est l'énergie qui continue, ce premier album 2020 et puis le live. J'en garde un souvenir fabuleux au niveau musical et création. Ouais. Et donc maintenant, il y a l'album live qui sort. Ça veut dire que vous allez refaire de la promotion, refaire un concert. C'est un groupe qui va s'inscrire dans la durée. C'est pas si évident que ça, hein, de réunir des pointures, notamment comme Manu Katché, batteur français qui est très demandé. Vous arrivez à le garder avec vous et à pouvoir proposer régulièrement des concerts et peut-être un prochain disque encore ou pas? Alors c'est quelqu'un qui est effectivement très demandé, c'est quelqu'un qui est vraiment curieux, qui reste à son âge, c'est incroyable, à un peu plus de 60 ans, hyper actif par rapport à tout ce qu'il apprécie comme musique et il a envie vraiment de se donner. Donc c'est vrai que quelquefois c'est un peu compliqué dans les agendas, mais oui, on continue à travailler ensemble. Et là, on sera pour une sortie française de l'album 2020. On sera le 17 mars à Paris, au Pan Piper. Donc les concerts s'annoncent aussi pour 2024. Donc on prépare tout ça. Donc il y aura peut-être moyen de vous revoir sur scène, tous les 4 ensemble. Bien sûr. Dans les mois ou dans les années à venir. Je voudrais qu'on regarde un deuxième extrait et puis on va rentrer un petit peu plus en profondeur encore dans votre musique. Quentin Dujardin, je voudrais qu'on explique ce qui se passe à ce moment-là, parce qu'on voit qu'il y a un jeu de regard, vous vous regardez tous, il y a un sourire, et il y a en même temps parfois des paupières mi-closes et des rictus de concentration. Qu'est-ce qui se passe entre vous à ce moment-là?
Je pense qu'on est juste content d'être dans le son tous ensemble. C'est comme, il y a des moments comme ça dans un spectacle, dans la musique, où tout coïncide entre le groove, donc tout ce qui est tenu sur le kick, la contrebasse, le bas, tout ce qui se passe en haut, avec cette guitare qui maintient une espèce de polyrythmie mélangée binaire-ternaire, et puis en même temps vous avez l'accordéon qui remplit au milieu, et tout à coup on est suspendu comme ça pendant peut-être 2 minutes dans un espace où toute l'amplitude du jeu de Manu, parce qu'il a vraiment une manière de raconter aussi, de déployer son jeu, laisse tout l'espace, et donc ça laisse vraiment une respiration dans la musique. Et c'est en ça finalement qu'on est peut-être un peu loin par moment de l'esprit jazz, parce que on cherche aussi à poser des ambiances, et c'est ça moi qui me plaît dans ce mixage avec ce quartet, c'est que on a des choses très improvisées, des choses très écrites, et puis des moments très groove où on peut vraiment laisser s'exprimer. On en parlait avant hors antenne. Je suis un grand fan de toutes ces musiques scandinaves où il y a aussi, comme vous, beaucoup d'espace, et où tout à coup, en ayant écouté Garbarek par exemple, Yann, où il y a vraiment aussi ces espaces qui se dessinent et ces grooves qui s'installent. J'adore ces musiques-là, et puis des choses quelquefois plus complexes, mais en tout cas, ça fait partie aussi de ces influences musicales. Ça veut dire qu'il faut laisser aussi le temps à l'ambiance et à la musique de s'installer. C'est-à-dire qu'écrire un morceau de 2 minutes, ça ne va pas être votre truc, en tout cas pas avec cette formation-là. Ben, je ne suis pas très standard dans ma manière de penser. Je suis, on va dire, assez ouvert. Des fois, les structures changent en live parce que simplement, on le sent différemment. Et aussi, on a envie d'étendre un peu la toile sur certaines choses qui viennent au moment présent. Et peut-être ça, c'est effectivement une démarche plus jazz, mais qui ne sous-entend pas forcément remplir d'improvisation ou remplir d'une personne qui doit être forcément devant. Ce qui compte, c'est... On ne prend pas de solo avec vous. Si. Ou alors, on les prend, mais ça n'a pas la même importance que dans le jazz classique avec 25 guillemets. Ben, je ne sais pas ce qui est plus important ou pas, mais ce qui compte pour moi, c'est vraiment le son. Et c'est-à-dire, c'est la relation qu'on installe sonore avec le public. Parce que c'est ça, en fait, le lien le plus important. Et les gens, vous savez, quand ils sortent d'un concert, ça m'arrive moi-même de sortir d'un concert, globalement, ce que je retiens émotionnellement, ce sont des moments, et c'est peut-être lié à ma personnalité, ce sont des moments où il y a de l'espace qui s'est dessiné, où j'ai pu comprendre un orchestre. Comme ici, j'ai été voir Bill Frisell avec un orchestre à cordes immense à Flagey. Ben, en fait, l'orchestre à cordes m'intéressait beaucoup quand je pouvais le capter dans des ambiances peut-être plus posées. Et je pense que le spectateur aussi, quelque part, peut prendre le temps de plonger dans une émotion parce qu'il y a de l'espace pour lui, parce qu'il y a de l'espace à sa disposition pour comprendre aussi ce qui se passe. Quentin Dujardin, ça veut dire quand même que aussi, vous êtes très dépendant de l'acoustique et qu'il y a des salles dans lesquelles ça va marcher et d'autres salles où ça va être plus compliqué. Alors je suis très très exigeant sur le son, particulièrement celui de ma guitare forcément, parce qu'il dépend complètement de mon intensité. Une salle n'est pas l'autre, donc je travaille toujours en général avec le même technicien. Donc ça c'est aussi un binôme très très important dans le travail sonore. Mais quand ce sont des clubs, on va dire, ou des salles plus courtes dans l'espace, dans la jauge, je suis très prudent aussi par rapport à la sonorisation. Très souvent, je m'entoure moi-même techniquement de matériel que je connais très bien. Jouer dans une église, c'est un bon plan ou c'est un mauvais plan? Alors, moi, je trouve ça génial parce que j'ai grandi en fait là-dedans. Vous voyez, moi, je suis un bon catho, pour ne rien dénigrer de la chrétienté, mais j'ai été enfant de chœur, donc j'ai grandi à 6-7 ans avec ce son d'église. Et donc j'allais jouer, les premiers concerts que je donnais avec mon frère en duo, c'était dans l'église du village. Donc pour moi, l'acoustique, c'est cette envergure-là. Il faut qu'elle ait cette grandeur-là. Mais par exemple, le quartet qu'on vient de voir, dans une petite église, ça ne va pas le faire, tout va se mélanger. À cause de la batterie, oui. Ouais. Malheureusement, c'est la batterie à des coups beaucoup trop cinglants qui fait que la résonance devient insupportable. À un moment donné, le vrombie ne fonctionne pas. Voilà.
Alors, je voudrais donner 2 dates de concert qui vous concernent. Pour ceux qui ont envie d'aller vous écouter en live, ce ne sera pas avec cette formule quartet, ce sera d'autres formules. Mais vous serez le 1er février au Rideau Rouge, ça c'est à Lannes, c'est pas loin de Bruxelles. Et vous serez à Bruxelles le 9 février dans un lieu qui s'appelle la Dieteren Galerie. Et l'album 2020 Live dont on vient de parler, il est paru maintenant chez Agua Music. Et il y a aussi donc une vidéo sur YouTube qu'on peut retrouver notamment sur votre site. Hein. Il y a un site Quentin Dujardin où il y a plein de choses. Je voudrais qu'on parle de complètement autre chose, si vous voulez bien. On va regarder une petite vidéo et vous nous expliquerez après ce qu'on a vu. Alors, on a reconnu évidemment votre guitare, Quentin Dujardin. Que venons-nous de voir? Alors, c'est un court-métrage que j'ai réalisé. Donc, c'est mon premier court-métrage en tant que réalisateur. C'était assez inattendu, je vous l'avoue, tout de suite. Je suis loin d'être un cinéaste dans l'âme, oui, mais peut-être pas en pratique. Mais c'est le premier court-métrage que j'ai réalisé avec effectivement, où j'ai pensé l'histoire de mon père. Le film s'appelle Paradisiaque, avec un C à la fin. Il raconte en fait un peu l'enfance d'une certaine manière, peut-être un peu fantasmée certainement, de mes parents qui ont grandi en bord de Meuse, devant ces espaces-là qu'on voit, qui sont les îles sauvages de la région d'Anserem, du Freyr, du fameux rocher du Freyr, au-delà d'Astières. Et c'est l'aventure d'une forme de liberté. Encore une fois, hein, pour revenir à 2020 et cet instinct de liberté amoindrie, puisque c'est quand même quelque chose qui m'habite beaucoup, c'est raconter aussi une forme d'insouciance que mes parents ont vécue durant leur enfance. Mon père était pêcheur, et il prenait sa barque très jeune, à peu près à l'âge de ces enfants-là, pour aller pêcher très tôt le matin, aller chercher du brochet à l'embouchure de la Lesse, pour aller sur la Meuse, pour aller dans ces îles, pour aller en aventure, chercher un peu son espace à lui. Et en réalité, ici, j'ai mis 3 filles, dont une de mes filles, dans ce film, pour raconter un peu cette filiation, cette aventure familiale, finalement. Ouais, et voilà. vous avez reçu un prix, un meilleur compositeur pour ce film, un festival de Toronto et ainsi qu'un festival aux Pays-Bas. On peut le voir facilement, ce film? On peut le trouver, on peut le chercher? Oui, bien sûr, les gens peuvent aller sur mon site internet, il y a un onglet filmographie, et dans la filmographie, voilà, tous les films sont repris pour lesquels j'ai écrit, et notamment Paradisiaque qui est là. Alors, on va vous présenter des invités. Quentin Dujardin, je voudrais, à votre gauche, il y a une petite pile avec des objets. Vous allez prendre le premier, c'est un CD. De quoi s'agit-il? Alors, c'est Duplex, Maelstrom, ça s'appelle, et je connais évidemment Duplex parce que j'ai un bon ami qui joue dedans. Ouais, c'est plus qu'un bon ami, vous jouez avec lui. On l'a même vu dans la vidéo voilà, c'est ça, au début de l'émission. Donc je ne vais pas vous le présenter, mais vous allez accueillir Didier Laloy. Didier, bienvenue. Ça adore. Surprise. Une grande surprise. Oui. Alors, demi-surprise, hein, vous vous êtes croisés au maquillage, même si on ne vous avait pas prévenu que vous seriez ensemble dans la même émission. Vous aimez les surprises, Quentin Dujardin? Ah oui, j'adore ça, ouais. Bien sûr. Oui. Ouais. Je pense que c'est quand même rare quelqu'un qui n'aimerait pas qu'on lui fasse une surprise comme ça. Moi, j'ai toujours un peu peur. Ici, c'est une bonne surprise, mais toujours un peu peur des surprises, des cadeaux, tout ça. Là, ma famille, c'est attention. Mais ici, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Donc, ça fait plaisir parce que avec Quentin, on a énormément joué ces dernières années ensemble. Et puis, par hasard, on a terminé au mois d'octobre, je crois, un grand moment de tournée. Puis, on a été chacun dans des directions différentes. Et on se retrouve là le mois prochain. Donc, on commençait à reprendre les agendas ensemble. On va pouvoir aujourd'hui clôturer nos agendas pour repartir en tournée ensemble. Voilà, c'est parfait. Donc Didier Laloy, accordéoniste, même exercice que Quentin Dujardin en début d'émission. Si je dois vous définir votre style de musique, définir votre pratique artistique, votre parcours. Alors, je suis un fou bruxellois, j'ai commencé l'accordéon par hasard à 13 ans ici à Bruxelles.
Parcours musical, oui, au fil des rencontres. Donc moi j'ai commencé par hasard la musique du monde, alors que je venais plutôt d'une famille où on écoutait de la musique classique. Mon instrument m'a imposé la musique du monde, et puis des rencontres avec un chanteur comme Marca m'a amené dans tout ce qui est plus variété pop. J'ai eu beaucoup de plaisir. Urban Trad, on a connu les paillettes, les strates, et puis le plaisir de revenir à mes racines, la musique du monde, la composition, le voyage, donc un peu mille choses. Je suis toujours en quête de rencontres humaines. C'est l'humain qui guide ce qui va se passer musicalement derrière. Ouais. Alors, c'est une rencontre, c'est Didier Laloy avec Damien Chierici, si je l'ai bien prononcé. Alors, Damien Chierici. Chierici. D'accord. Et ça s'appelle Duplex, Oui. Maelstrom. Oui. Pourquoi le nom de ce titre-là? C'est nouveau, hein? L'album sort le 27 janvier, si je ne me trompe pas. C'est nouveau, c'est tout frais pour la sortie de l'album, parce que par contre, pour la préparation, tout ça, c'est un projet qui est né pendant le Covid, pendant le confinement. J'ai rencontré Damien juste avant, autour d'un projet de reprise de Nirvana, avec Manu Champagne qui voulait faire du Nirvana décalé. Avec Damien, on s'est très très bien entendu. Damien vient d'un univers pop-rock liégeois, des groupes comme You, Dansan. Et puis c'est lui qui m'a dit j'aimerais bien aller un peu vers les musiques du monde avec toi. Et on est parti à la base sur Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Donc composer des morceaux au fil de notre tour du monde intérieur pendant le Covid et dans nos maisons à nous imaginaires. Alors le Maelstrom, c'est une de ses compositions, c'est le trou noir, oui, il a un grand univers marin, Damien. Ouais. Vous avez déjà entendu la musique de Duplex, Quentin Dujardin, ou pas encore? Alors j'ai découvert un clip parce que moi j'ai toujours été un peu mis dans la confidence de ce qui allait arriver dans les sorties. Et Didier à l'époque m'avait montré un premier clip, si je me souviens bien. Et c'est assez effectivement, donc c'est de la musique instrumentale si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de chanteur, mais c'est imprégné de... On sent bien le côté batterie, le côté aussi un peu électro avec les claviers de Quentin Nguyen, qui est un excellent claviériste. Et donc voilà, je découvre en fait, je vais découvrir, si je peux garder cet exemplaire-ci, ça me fera plaisir. Voilà. Ouais. On va vous mettre un peu sur la piste. Il y a effectivement l'aspect un petit peu techno avec des boucles, des choses qui se répètent beaucoup. Il y a du rythme, mais il y a aussi, vous me dites si je me trompe, Didier Laloy, un côté un peu planant, un côté atmosphère qui devrait plaire à Quentin. Je crois que ce qui nous rejoint avec Quentin, toujours, c'est le besoin de silence et de raconter des histoires imagées. On est tous les deux tout le temps dans nos compositions, dans des espèces de musique de film, même imaginaire. Moi, je dis toujours, j'ai besoin d'une image et je peux composer un morceau pour une mouche qui se promène dans un champ et qui rencontre une vache. Voilà, j'ai besoin toujours de fermer les yeux et de voir quelque chose quand je compose. Alors on va regarder un premier extrait, un premier clip, c'est Magic House.
Alors, première réaction, Quentin Dujardin, ce que vous venez d'entendre et de voir. Alors, peut-être tout de suite ce que je viens de voir, parce que je sais pas, je viens d'avoir un flash en voyant cette image de la moto avec le batteur là, qui joue excellemment bien. Olivier Cox. Olivier Cox, voilà, Olivier, pardon, j'ai oublié son prénom. Ça m'a rappelé une image de Jérémy Régnier dans un des films des Frères Dardenne, c'est marrant. Le long de la Meuse à Serein, je ne sais plus lequel, comment ça s'appelle, mais bref. Donc, toutes les références sont là au niveau visuel. J'aime beaucoup ces espaces parce que ce sont aussi ceux que je côtoie et on habite à peu près la même région avec Didier qui est ce Condrodi nantais, namurois, condrusien liégeois. C'est étonnant d'ailleurs par rapport à ton clip tout à l'heure, là où on voit les filles sur leur barque juste en dessous. C'est à quelques kilomètres effectivement de ces vues-là qui sont splendides. Donc de ce côté-là, visuellement, c'est vraiment bien joué. Et puis le mélange aussi de l'histoire, ben voilà, c'est très bien fait, donc bravo pour les clips. Et alors musicalement? Et musicalement, ben, je retrouve aussi évidemment le mélange celtique. Je connais évidemment bien le côté celtique par les Yalma aussi avec qui j'avais collaboré. Et toujours ce mélange duo accordéon et violon au-dessus, ben, immédiatement ça me plonge là-bas. Et donc c'est quelque chose que j'apprécie aussi dans la ritournelle, comme on appelle ça dans la musique, dans le riff qui tourne. Et je demandais à Didier si à la basse c'était quelque chose qui était joué en live, parce qu'ici ils sont à 4. Batterie, clavier, accordéon et violon. Et en fait, c'est le claviériste aussi qui met les basses. Donc voilà, je voulais savoir un peu en live comment ça se passe. Mais je vais essayer d'aller les voir si j'ai le temps dans le tas, puisqu'ils vont être en tournée là maintenant. Mais ta marche près de chez toi. Ouais. Alors Didier Alloy, expliquez-nous, parce que Duplex, on a cité 2 noms. Oui. Mais en fait, c'est 2 noms plus, quoi. C'est 2 noms plus. C'est parce que c'est cette rencontre qui est le début de l'histoire. Et on a été rejoint donc très vite par Quentin Nguyen au clavier et Olivier Cox à la batterie. Donc on est 4 sur scène et pour moi c'est cette nouvelle ouverture et le côté plus pop rock par rapport à la musique. Quand je jouais dans la musique du monde en général, on était plutôt sur des percus, sur la contrebasse. Voilà, donc là c'est l'ouverture plus actuelle, je ne sais pas, en tout cas c'est mon histoire musicale qui continue à avancer avec ces 2 musiciens en plus. Ouais. Qui compose dans Duplex? Alors, et c'est pour ça qu'il n'y a que nos 2 noms sur la pochette, c'est Damien Chierici et moi. On est les deux compositeurs porteurs du projet. Ouais. Je voudrais vous interroger l'un et l'autre sur les harmonies, les mélanges et la cohabitation d'instruments qui ont malgré tout une couleur musicale, une sonorité, une étendue de gamme qui est relativement proche. On entend là de l'accordéon et du violon. C'est 2 instruments qui ne sont pas très très éloignés. On peut parler de l'accordéon avec la guitare. Vous pourriez vous marcher dessus, on pourrait confondre les sons à certains moments. Est-ce que c'est pas comment on pallie à cette difficulté? Même si l'accordéon c'est un instrument harmonique, on peut jouer des tapis et puis laisser autre chose à la guitare, mais c'est une difficulté ou pas? Pour moi, il n'y en a pas. Et puis en plus, je trouve que de jouer de temps en temps au mélange parfait des instruments, c'est un plaisir. Que l'auditeur ne sache plus vraiment si c'est une harmonique de guitare ou une note aiguë de l'accordéon qui a résonné. Je trouve ça très très gai de jouer à se fondre dans l'autre. En tout cas, oui, non, je n'ai jamais éprouvé de difficulté en tout cas à mélanger nos 2 instruments. Parfois, on joue aussi avec l'amplification. Parce qu'il y a les instruments purs, quand on répète chez nous, et puis on a du plaisir à jouer dans une église, parce qu'il y a cette petite réverbération naturelle. Quentin, comme Damien Chierici, eux, ont des pédales d'effet. Moi, je ne suis pas encore fort passé à ça, mais donc ils jouent aussi à agrandir leur spectre et leur univers sonore avec des effets. Ouais. Quentin Dujardin, sur la même question? Oui, on pourrait penser quelquefois que l'accordéon, effectivement, a ce côté polyphonique, un peu comme le piano finalement, et la guitare aussi, donc effectivement que ça pourrait être compliqué, mais voilà, par le passé, j'ai beaucoup collaboré avec des pianistes, Didrik Wissels ou Yvan Paduard, avec qui aussi on cherchait déjà dans la manière de travailler des espaces communs, et donc c'est pour moi quelque chose de naturel, et c'est vrai que l'accordéon et la guitare, c'est un mélange fabuleux, et l'accordéon possède quelque chose que la guitare n'a pas, c'est la longueur du son. La guitare, moi je cherche toujours dans mon imaginaire cette réverbération continue. C'est pour ça que j'adore le son dans les grands édifices. Mais c'est cette chose que j'envie à l'accordéon, c'est le tapis justement. Et c'est peut-être ce que je cherche le plus avec une guitare sèche. On le dit d'ailleurs qu'elle est sèche parce que c'est vrai que c'est un instrument sec. Mais je l'envisage plutôt comme un instrument très mouillé, très long en fait, dans l'étendue. Et donc
c'est là où on se rejoint aussi avec le son, avec l'accordéon. Ouais. Alors ça m'oblige à vous poser la question suivante, Quentin Dujardin. Pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais passé à la guitare électrique où vous auriez ce son long? Alors, le grand secret, la grande exclusivité que je vais vous livrer, c'est que j'ai joué de la guitare électrique et d'ailleurs mon premier solo de guitare, je le raconte sur ma bio, c'était Brothers in Arms de Dire Straits. Donc j'ai découvert en fait la guitare électrique avec ce disque de Philippe Catherine, Transparence, j'avais 13-14 ans. C'était l'unique disque de jazz qu'il y avait dans la discographie classique, baroque de mon père, avec tous les grands classiques de la guitare. Et un jour, j'écoute ça et je me suis intéressé aux guitares électriques vers cet âge-là. Et ma première guitare électrique était une Epiphone modèle Scofield, je ne sais plus comment on l'appelle, une ES quelque chose. Et donc, je me suis intéressé à ces instruments-là. Et puis un jour, peut-être 10 ans plus tard, j'ai voyagé au Maroc et j'avais avec moi cette guitare électrique et une guitare sèche. Donc, j'avais les deux instruments avec moi. Et en fait, j'ai donné cette guitare électrique un très très bon ami marocain qui adorait cet instrument. Et donc en fait, je me suis d'une certaine manière libéré du spectre électrique pour me concentrer et me dédier exclusivement à la guitare nylon. Ouais. Mais alors, si je peux me permettre, pour les mélomanes les plus avertis qui écoutent les albums de Quentin, de temps en temps quand même en studio, pour justement ce besoin d'ouvrir le son le plus largement possible, parfois il y a des choses qu'il souligne discrètement à la guitare électrique, encore en studio seulement. Oh ben voilà, un petit secret de fabrication. On va écouter un deuxième extrait de cet album de Duplex, Waterfalls. Quentin Dujardin, on sent l'influence folk, on sent aussi là, un peu la techno, non? L'aspect musique électro. Oui, il y a un kick au point de départ un peu sec qui attaque. Et effectivement, on sent le côté un peu plus beat, on va dire ça comme ça, dans la musique. En tout cas, le mélange entre le côté acoustique et le côté... Vous ne l'aviez pas encore vu, ce clip-là, hein? Non, pas du tout. Non, Didier Laloy, il est tourné où? Il est tourné où? Ah, dans un endroit que je connais bien, parce qu'il a été tourné il n'y a pas longtemps, début décembre, quand on partait en tournée avec Damien du côté de Marseille, et il y avait de la neige. Et Waterfalls, donc c'est le Canada, c'est les chutes d'eau canadiennes, et il m'a dit, waouh, il est venu me chercher à la maison, donc c'est chez moi, dans mon jardin. Voilà, donc parfois il n'y a pas de neige à Bruxelles, mais si on va un peu plus vers le sud, on peut en trouver. Je voudrais citer, avant qu'on passe à l'invité suivant, les concerts de Didier Laloy. Donc d'abord l'album Duplex Maelstrom, c'est chez Arc Music, et il y a un concert de présentation de cet album, ce sera le 16 février au Marny. Vous êtes prêts pour le concert? Parce que passer du studio sur ce genre de musique au live, c'est compliqué ou pas?
Oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été réellement jouées, donc il n'y a pas eu grand chose à adapter. On a encore donc une semaine de répétition. La semaine prochaine, on se voit toute la semaine pour peaufiner les choses. Alors 16 février au Marny. Quentin Dujardin, objet suivant dans votre pile, c'est un livre. Vous pouvez me lire la couverture? Alors c'est Henri Lafontaine, qui est un prix Nobel de la paix en 1913, et qui est un bouquin écrit par Pierre van den Dungen. Ouais. Est-ce que vous connaissez Henri Lafontaine? Absolument, Oui. parce que en fait, et c'est marrant que vous me proposiez ça aujourd'hui, parce que j'ai joué dans un endroit qui s'appelle le Mondaneum à Mons, il n'y a pas très longtemps de cela, pour la présentation d'un bouquin. Et il se fait que je me suis intéressé évidemment à tout ce revêtement sur les murs du Mondaneum, qui est en réalité une série de tiroirs. Il y en a des dizaines, des centaines, je ne sais pas combien. Et j'ai ouvert ces tiroirs, ce qui est, paraît-il, formellement interdit parce que le lieu est protégé par l'UNESCO. Je l'ai quand même fait, sans le savoir, et j'ai regardé, c'était rempli de fiches écrites à la main, des fiches manuscrites, des toutes petites. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait toutes ces fiches-là, et je n'étais pas du tout au courant, mais en fait, Henri Lafontaine est un des inventeurs de la première encyclopédie mondiale, en tout cas la première tentative de l'encyclopédie. L'Internet de l'époque, on va dire. Il essayait de recenser tous les livres. Je vais vous présenter Pierre van den Dungen. Ah ben c'est super. Enchanté. Bonjour. Bonjour, je salue comme ça. Oui, voilà. je me permets de m'asseoir ici, voilà. Voilà, Pierre van den Dungen, historien. Oui. Ce que vient de dire Quentin Dujardin est historiquement exact? Oui, parfaitement. Avec Paul Hotelet, tous les deux, ils ont eu cette idée donc, de ce répertoire bibliographique universel. Et pour des collègues états-uniens notamment, c'est comme s'ils avaient inventé au début du XXe siècle une espèce d'Internet, enfin de Google de papier en fait. Et en plus, il était intéressé, il voulait ajouter des éléments, des objets, des images. C'était une idée entre l'utopie et l'obsession, hein. Mais moi j'aime les gens obsessionnels, qui consistait à vraiment faire le catalogue de l'état des connaissances du monde. Ouais. Alors Henri Lafontaine, ce n'est pas que le Mondaneum. Didier Laloy, vous connaissez Henri Lafontaine ou pas? Je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler une fois dans la voiture, parce que Quentin avait été justement... Mais voilà, c'est juste ce que Quentin vient de dire, j'avais déjà entendu parler de cette histoire-là. Alors Pierre van den Dungen, en une minute, présenter Henri Lafontaine et donner envie à Didier Laloy de lire votre livre. C'est un progressiste. Donc c'est quelqu'un qui vient d'un milieu grand bourgeois, qui naît au milieu du 19e, mais qui a envie de rendre le monde harmonieux. Alors ça peut sembler étrange comme ambition, mais ça veut dire qu'il s'engage dans le socialisme, donc qui est le parti ouvrier belge à l'époque. Il est pacifiste, il est internationaliste, même mondialiste. Il est convaincu que le temps des nations est périmé. Donc il voudrait la constitution d'un gouvernement mondial. Donc il y a une part d'utopie dans le personnage, c'est certain, mais en même temps il y a une capacité de réalisation et il y a des projets qui, un peu grâce à lui ou après lui, se sont réalisés. Donc il n'arrête pas de bouger, il voyage à travers toute l'Europe, il va en exil aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Et puis c'est aussi un franc-maçon qui est convaincu que le devoir des francs-maçons est d'aller dans le siècle pour changer la société. Voilà, donc un progressiste au sens avant les postmodernes, on va dire. Quelqu'un qui est convaincu que l'universalité fera que les gens, hommes et femmes, parce qu'il est féministe aussi, il essaye même de faire entrer les femmes en maçonnerie, ce qui n'est pas du tout gagné à l'époque, c'est exceptionnel. Et il estime aussi que l'homme, c'est un être humain, donc c'est les hommes et les femmes, même si il a évidemment un féminisme marqué par les conceptions du 19e. Quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes s'élèvent, mais qu'elles s'élèvent à hauteur de l'homme. Donc ses goûts en musique, ses goûts en littérature, son aspiration philosophique, ce serait bien que son épouse ait les mêmes. Si oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un partage. Oui, d'ailleurs, son idée d'harmonie, ça se trouve aussi parce qu'il fait de l'alpinisme. Et il considère que l'alpinisme
pour la condition physique, mais qui élève aussi l'âme. La musique, c'est un excellent pianiste. C'est un des premiers wagnériens en Belgique. Qui va écrire même, hein. Pardon ? Qui va écrire même, hein. Oui, c'est-à-dire qu'il va essayer de traduire les livrets en essayant de respecter le plus possible l'esprit de la langue allemande. Et qui va fonder une société des wagnériens à Bruxelles. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, pour lui, la musique, c'est quelque chose d'absolument suprême aussi, qui permet d'atteindre l'harmonie. Et puis, par la recherche, le fait d'apprendre. En fait, il estime qu'il n'y a pas une minute dans vos vies, dans les vies ou dans la vie où il faut ne pas apprendre, il faut sans cesse essayer de comprendre les choses, ce qui fait que son spectre d'intérêt, et où même il a un assez beau niveau de compétence, est très 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 vaste, quoi. Quentin Dujardin, Didier Laloy, ça vous parle? Oui, évidemment, mais je ne sais pas quoi dire. Je te passe la parole. Oui, c'est effectivement, il faut remettre aussi dans le contexte le rapport homme-femme, puisque effectivement aujourd'hui c'est complètement l'inverse, on est dans une inversion, on va dire, mais de la chose, mais à l'époque c'était effectivement, je pense, un novateur total à tous les niveaux, c'était quelqu'un qui était déjà dans l'innovation par sa manière de penser, du peu que j'ai pu apprendre de lui à mon passage du Mondaneum, et il faut remettre tout le contexte industriel aussi de l'époque, c'était la grande époque de la richesse, on va dire, où la Belgique ça s'était gavé de toute cette richesse, et lui voulait en faire effectivement une forme de savoir universel. Et ce que je trouve de fantastique, en tout cas moi c'est ce qui me plaît, c'est qu'il était tout le temps en recherche de quelque chose, d'améliorer en tout cas à la fois la condition humaine, je pense, c'était ce qu'il habitait, mais en même temps la volonté d'apporter un savoir et de le globaliser. Donc ça, je trouve que c'est effectivement en ça qu'un siècle avant l'Internet, on peut parler vraiment un siècle avant, le mec avait tout vu, en fait, il avait compris. Et donc son travail de rechercher des collègues à travers le monde, déjà de voyager pour trouver des gens qui pensaient comme lui, c'est phénoménal. Vous voyez, nous, avec Didier, je suis allé chercher Didier à 40 km de chez moi pour faire de la musique. Et quelquefois, on va chercher des collègues plus loin. C'est aussi ça, en fait, donner une dynamique à son œuvre, à son art, et à la partager de façon la plus large possible. Et donc, dans son contexte de l'époque, c'est absolument incroyable. Et j'encourage, je vais faire un peu de pub pour ton livre, mais j'encourage vraiment les gens à découvrir ce personnage qui, je trouve, est un peu oublié dans l'histoire des grands personnages de la Belgique d'une certaine façon. On n'en parle pas comme Einstein, en fait, qui pourtant était de la même époque aussi. Et c'est quelqu'un qui, au niveau belge, a révolutionné beaucoup de choses. Et donc, voilà, c'est bien qu'on lui rende un peu ses lettres de noblesse. Comment est-ce que vous expliquez, Pierre Van den Dungen, ce relatif oubli ou cet estompement de l'image d'Angleterre? Parce qu'un prix Nobel, il n'y en a pas 25 non plus en Belgique. Hein. Non, c'est vrai, mais en même temps, c'était pas un grand tribun. Donc on se souviendra sans doute mieux d'Emile van der Velde. C'était pas quelqu'un qui était un fanat, loin de là, du pouvoir exécutif. C'est quelqu'un qui préférait travailler donc au Sénat en l'occurrence. Il a été sénateur. Hein. Et ou dans des travaux scientifiques. Sa conception de la culture est exigeante quand même. Même pour les gens du peuple, il estime qu'il faut quand même ce qu'on va appeler aujourd'hui une grande culture en quelque sorte. Donc c'est pas quelqu'un... c'est quelqu'un qui est présent dans des réunions très importantes, mais qui n'est pas forcément la personne qu'on va entendre le plus. Et moi, c'est souvent ces personnes-là qui m'intéressent. C'est d'aller chercher des gens qui ont fait des trucs que je trouve importants, mais qui ne sont pas forcément les têtes de gondole de l'histoire, si je peux dire. La formule n'est pas... Vous avez parlé de Van der Velde, hein, donc le grand dirigeant du Parti ouvrier belge, puis Parti socialiste de l'époque. Lui, il est encore connu. Oui, lui, il est encore connu. La relation de La Fontaine à la politique, et notamment à ce parti, donc c'est pas gagné au début parce qu'il vient de la bourgeoisie, hein, donc il doit faire ses classes, et à la fin, ça se passe pas super bien non plus. Non, mais bon, à la fin aussi, il est octogénaire et il veut continuer à conserver ce poste, effectivement. Mais au-delà de ça, il fait partie de cette génération de gens qui étaient des grands bourgeois, effectivement, et qui ont estimé que le libéralisme n'était plus en mesure, en fait, de s'ouvrir socialement. Et donc, ce sont ces d'époque, hein, convertis au socialisme. On utilisait l'expression à l'époque. Et ça ne manquait pas d'un certain courage quand même, parce que c'était un peu aller vers l'inconnu. Les socialistes étaient présentés comme des révolutionnaires, c'était en fait des réformistes. Et La Fontaine
participe de ce truc-là. Notamment, il est un des garants qui va permettre de trouver l'argent pour créer la Maison du Peuple qu'on a honteusement rasée, qui se trouvait près du Sablon et qui avait été conçue par Victor Horta. Et l'idée est qu'il est de son devoir, lui qui est ce bourgeois, de permettre en effet aux hommes et aux femmes des classes populaires d'avoir accès notamment au suffrage, parce que en Belgique, le suffrage universel il devient masculin, mais après la Première Guerre mondiale. Avant, eux, ils obtiennent un truc que je trouve assez extraordinaire, ça s'appelle le suffrage universel, donc masculin, mais tempéré par le vote plural. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient propriétaires, qui avaient par exemple 2 votes, tu vois. Et puis un autre, s'il était ceci, il avait 3 votes. Et les ouvriers n'avaient d'office que 1 vote. De cette façon, ça voulait dire que même s'ils étaient plus nombreux, ils n'arrivaient jamais à emporter la donne, quoi. Comment est-ce qu'on décide d'écrire un ouvrage? Et c'est un gros ouvrage, il y a combien? 400, 500 pages? Oui, c'est grâce à mon éditeur, Christian Lutz, qui m'a autorisé ça. Ça devient rare, effectivement, et je l'en remercie. La Fondation, aussi La Fontaine, qui m'a soutenu. Et puis moi, c'est parce que j'aime écrire. Mais comment vous décidez que vous allez faire une bio sur Henri Lafontaine? C'est quoi le point de départ? On me le présente, on me présente qui c'est. Je rencontre donc le président de la Fondation. Je vais regarder les archives au Mondanéum, justement. C'est là qu'elles sont entreposées. Et je dis, ah bah oui, il a l'air d'être intéressant. Et puis, il faut se rendre dans le dépôt d'archives. Heureusement, j'avais un appareil photo qui permet de numériser, comme ça on peut travailler chez soi. C'était aussi pendant le Covid, donc j'ai bénéficié d'une année supplémentaire par rapport au contrat parce que c'était compliqué de pouvoir sortir. Vous en avez parlé, c'était pénible. Mais moi, ça m'a offert un an de recherche en plus. Et puis ensuite, ce sont les lectures. J'ai beaucoup pensé en faisant ce texte que Internet, qui est une espèce de concrétisation de son idée, m'a moi permis d'avoir un contact avec des archives, notamment aux États-Unis, que j'aurais jamais pu voir si j'avais fait ce travail il y a même 20 ans. Et juste ce travail pour comprendre, donc il était commandité par une maison d'édition ou par une université? Alors, le travail, c'est une proposition de cette fondation qui veut mettre en avant Henri Lafontaine et qui remet chaque année un prix d'ailleurs pour célébrer quelqu'une qui se combat, l'expression est malheureuse, en faveur de la paix, qui lutte en faveur de la paix. Et par ailleurs, il fallait trouver un éditeur, évidemment, et c'est donc Christian qui a suivi l'opération, si je puis dire. Et donc, après, je dois avouer que je bénéficie d'une liberté totale. Et c'est le deal, c'est-à-dire que si j'avais découvert que c'était un horrible personnage, j'aurais raconté comme ça tant pis, ça fait partie des trucs. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est Henri Lafontaine, donc prix Nobel 1913. C'est un livre de Pierre Van den Duggen. C'est Samsa Édition. Et ne vous laissez pas rebuter ou décourager par l'épaisseur du volume. Ça se lit très bien et c'est très bien écrit et très bien raconté. Merci Pierre Van den Duggen. Merci Didier Laloy. Merci. J'ai une dernière demande pour Quentin Dujardin. Il reste un objet à votre gauche. De quoi s'agit-il? Alors c'est un recueil de contes, je pense, de Philippe Baudot. Ça s'appelle Léa, Dame de Cour. Voilà, et Philippe Baudot est notre micro ouvert. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. À vrai dire, ce n'est pas au palais royal que Léa exerçait la fonction de dame de cour. En fait, elle officiait dans les toilettes de la gare centrale. Mais Léa ne se résoudrait jamais à se qualifier de Madame Pipi. Et elle préférait de loin dame de cour à agent d'entretien de lieu d'aisance. À défaut d'être royal, son palais était hygiénique et se situait dans les entrailles ferroviaires de Bruxelles. Pas question ici, bien sûr, de grands miroirs et de lustres en cristal. La décoration était plus fonctionnelle, à base de carrelage jaunasse sous un bac à néon. Ces lieux de nécessité étaient ceux d'un combat sans merci entre les senteurs les plus pénétrantes et l'eau de Javel. Revêtue de son tablier noir, c'est ici que Léa siégeait, avec son inséparable tricot, derrière la petite table recouverte d'une toile cirée à fleurs. Règle numéro 1.
ne jamais quitter des yeux la soucoupe blanche. Bien en évidence, sur la table, le carton sur lequel Léa avait écrit au feutre bleu « N'oubliez pas le service ». Gabi, sa consoeur de la gare du Midi, s'était même mise à l'heure internationale avec une pancarte « Por favor, don't forget us el servicios ». Avec les TGV et tout, il fallait s'adapter. Certains touristes font parfois semblant de ne pas comprendre les écriteaux, à croire que dans leur pays, les water sont auto-nettoyants. Finalement, Léa préférait encore ses clients de la gare centrale. Il faut bien reconnaître que l'entretien des lieux de nécessité ne fait pas partie du top 10 des professions auxquelles rêvent les petites filles. Mais bien que courageuse et volontaire, Léa n'a pas toujours eu beaucoup de chance dans la vie. Comme on dit, elle n'est pas née avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Jeune fille, elle rêvait du prince charmant, comme dans toutes ces histoires qu'on raconte aux enfants depuis si longtemps. Mais Léa, dans la vraie vie, elle n'avait eu que des médiocres, des minables, n'ayant pour tout romantisme que leur bagnole. Les hommes qu'elle avait connus n'étaient que de beaux parleurs à la panse abondante, dont l'univers émotionnel était résolument footballistique. Désormais, Léa s'en était fait une raison. Elle avait définitivement compris que les princes charmants n'existaient que dans Paris Match. Le sourire carnassier des millionnaires bronzés a toujours fait rêver le petit peuple des besogneux. Voilà bien longtemps que le loto et l'évasion sur papier glacé ont remplacé des saladiers entiers d'antidépresseurs. C'est donc avec courage et résignation que Léa était devenue dame de cour. Elle en était même presque arrivée à aimer ce métier si particulier. Voilà un extrait de Léa, dame de cour de Philippe Baudot. C'est un petit recueil de contes où on parle essentiellement de dames qui ont travaillé ou vécu à Bruxelles. Je signale que Philippe Baudot est également tous les mois à l'Ultime Hallucinati. Si vous avez envie de l'entendre en live, comptez pour vous. C'est la fin de Connaissez-vous. J'ai un nouveau rendez-vous à vous annoncer. Ce sera du lundi au vendredi, ce sera sur BX1 et ce sera le matin à 7h25. Nous lançons une matinale info et on compte sur vous.